Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Une atteinte à l'état de droit, une remise en cause de la séparation des pouvoirs, une pression politique inacceptable sur la justice, une alliance consternante avec des régimes européens d'extrême droite. Voici quelques-unes des critiques émises suite à la lettre ouverte de 9 dirigeants européens qui attaquent la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Une lettre signée par notre Premier ministre Bart De Wever, soutenue par les partis de la majorité. Cette lettre a été initiée par 2 dirigeantes européennes, l'italienne d'extrême droite Giorgia Meloni et la danoise social-démocrate Mette Frederiksen. Elle met en cause la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de politique migratoire. Les 9 dirigeants européens qui ont signé cet appel pointent une limitation de leur marge de manœuvre pour expulser, je cite, les migrants criminels. Et ils réclament un débat sur l'interprétation de la Convention européenne des droits de l'homme. En quoi cette lettre est-elle problématique ? On en parle dans notre émission ce soir. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir en studio Françoise Tulkens. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite à l'UC Louvain. Vous avez été vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme, cour où vous avez siégé comme juge de 1998 à 2012. Et François Daoud, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été avocat pendant 27 ans, conseiller d'État pendant 10 ans, puis juge à la Cour constitutionnelle pendant 10 ans également, et vous l'avez présidé jusqu'en 2021. Et j'ajouterai que vous êtes à présent membre du conseil d'administration du Centre d'Action laïque. Alors, j'ai d'abord envie de vous demander à tous les deux une première réaction par rapport à cette lettre ouverte. Qu'est-ce que ça vous a fait, à vous, en tant qu'ancien magistrat, de voir le Premier ministre belge, soutenu par le reste de son gouvernement, signer une lettre qui s'attaque à une juridiction, et pas n'importe laquelle en plus, la Cour européenne des droits de l'homme? Peut-être une première réaction, Madame Tulkens. Voilà, ma réaction, c'est que oui, j'étais surprise et puis j'étais surtout consternée. J'étais vraiment consternée. J'ai dit, comment est-ce possible que dans une matière aussi sensible qu'est la Belgique a quand même joué un rôle de pointe, dans celle qui assure la protection des droits fondamentaux de tout le monde, de tout un chacun. C'est ça le rôle de la Cour européenne des droits de l'homme, d'entendre un Premier ministre belge avec son gouvernement, puisque le gouvernement l'a endossé, venir mettre en cause et en doute la jurisprudence de la Cour. Oui, j'étais vraiment très très préoccupée, profondément préoccupée. Je ne suis pas la seule, parce que hier j'étais à un colloque à Paris sur raisonner la raison d'État. Il n'y a pas de thème plus proche de ce que nous avons vécu. Et le colloque s'est terminé par une déclaration de tout le public à Paris en disant on ne peut pas accepter une telle mise en cause, une telle remise en cause de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est quand même le gardien ultime des droits et libertés en Europe. Alors François Daoud, une première réaction peut-être par rapport à ça? Moi, contrairement à Françoise, je ne suis pas surpris du tout. En ce sens, je ne suis pas surpris par le contenu de la lettre. Je suis évidemment surpris par le fait que, apparemment, je dis apparemment, il y aurait eu un consensus gouvernemental donc de partis qui apparemment n'auraient pas eu cette critique fondamentale de la jurisprudence de la CEDH à leur programme, alors que du côté de la NVA, ça ne faisait pas l'ombre d'un doute. Depuis 2015, en tout cas, M. De Wever dit qu'il veut se libérer du carcan des juges. En 2023, il a traité les juges d'activistes. Donc ça ne me surprend pas de sa part. Cela peut me surprendre de la part d'autres partenaires, effectivement. Et là, je suis extrêmement déçu et très préoccupé parce que je m'attendais quand même à ce qu'il y ait une certaine défense de leur part de l'état de droit et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Par contre, je ne suis pas surpris parce que pour moi, et je l'expliquerai peut-être tout à l'heure plus longuement si j'en ai l'occasion, cela fait partie d'un ensemble, d'un contexte qui est à la fois souverainiste, c'est-à-dire les États se plaignent, les exécutifs des États se plaignent de ce qu'ils sont limités dans leur action par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme notamment, des cours constitutionnels aussi. Mais à côté de ces critiques souverainistes, il y a véritablement une mouvance qui est extrêmement importante, sur laquelle je voudrais aussi parler tout à l'heure, qui nous vient sur le plan juridique, notamment des États-Unis, sur le plan juridique des États-Unis, qui est relayé en Belgique et qui n'est pas relayé par des amateurs, qui est relayé vraiment par des juristes de très haut niveau. J'en parlerai aussi tout à l'heure. Donc je suis déçu par certains, mais je ne suis pas surpris du tout du contenu. Sauf que je m'attendais effectivement à ce que ce point de vue qui peut être exprimé, je pense,
le soit de la part d'une partie devant la Cour européenne des droits de l'homme qui viennent plaider cette cause-là, qui viennent plaider devant la Cour, vous allez trop loin, ça peut s'entendre de la part, je pense, d'un juge. Mais prendre l'opinion publique à témoin appliquant même l'opinion publique, parce que dans le courrier, quand on lit le courrier dit en toute modestie, on pense que en fait c'est le point de vue des Européens, que c'est le point de vue de la population. En gros, le peuple est avec nous. C'est ça. Mais ça aboutit aussi à créer une sorte de consentement. On fabrique le consentement populaire à propos d'idées qui sont fondamentalement délétères. Et là, je rejoins tout à fait ce que Françoise a dit tout à l'heure. C'est extrêmement dangereux. C'est une atteinte fondamentale aux droits fondamentaux. Alors, François Sulkens, je me retourne vers vous. On a dit effectivement que c'était une forme c'est une atteinte à l'état de droit. Mais peut-être sur ce principe, en quoi est-ce que cette lettre ouverte est une atteinte vraiment à l'état de droit, le fait de s'attaquer comme ça à une juridiction? Parce que l'état de droit, au fond, qu'est-ce que c'est? Il faut revenir à ça. L'état de droit, ça fait partie d'un trio, la démocratie, l'état de droit et la justice. Voilà le trio de nos institutions. L'une vérifiant l'autre, l'une contrôlant l'autre, étant des équilibres entre tous ces pouvoirs. Or maintenant, c'est une attaque frontale à un de ces pouvoirs, de ce qui constitue notre démocratie depuis longtemps, mais qu'on peut repenser bien entendu. Or ici, c'est vraiment une atteinte directe à la jurisprudence de la Cour dans un domaine sensible, mais évidemment, j'ai un peu l'impression qu'à travers l'atteinte que le Premier ministre porte par rapport à la Cour européenne des droits de l'homme et au juge de la Cour européenne des droits de l'homme, au fond, c'est un peu un prétexte pour atteindre les droits fondamentaux eux-mêmes. Vous savez, il y a un proverbe anglais qui dit « il est facile de prendre les arbres qui sont au bas des arbres, les pommes qui sont au bras des... » Eh bien, c'est exactement ça. On prend les pommes qui tombent au bas et on ne va pas au-dessus. Quoi. Oui, on s'attaque à la question de la migration parce qu'on se dit que là, il y a plus de... Parce que là, un accord un peu généralisé, un peu populaire. Exactement. Et que donc, tout compte fait, ça n'entraînera pas d'être... Or, c'est évidemment... c'est ça, mais là derrière, et là, François Daoust le dit tout à fait bien, c'est derrière une remise en cause profonde de la démocratie et des droits fondamentaux qui nous protègent tous, vous, moi, dans ce que nous avons quand même de plus sensible. En sortant de ce studio, j'espère ne pas me faire arrêter. Dans une dictature, ça serait le cas de tenir ce genre de propos. Donc, voilà pour moi un peu la situation. C'est que c'est une atteinte à le judiciaire dont le rôle, au fond, c'est de contrôler la manière dont les gouvernements appliquent leur rôle, font leur rôle, remplissent leurs fonctions. Alors bien sûr qu'ils sont libres de déterminer les politiques quelles qu'elles soient, mais dans tout pouvoir, il y a des limites. Et le judiciaire, c'est une de ces limites, c'est tout simple. Sinon, c'est Machiavel, le prince a tout pouvoir, non. Non, le prince n'a pas tout pouvoir. Et le ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost, lui dit ce n'est pas une attaque contre les institutions judiciaires européennes, ni les droits humains ou l'état de droit. Il dit il voit cette initiative comme un message visant à dire que l'on doit trouver un nouveau chemin européen pour que les États puissent plus aisément trouver des solutions d'expulsion de ces criminels migrants. Alors là, je voudrais quand même répondre. Bien sûr que qui adoptent les traités, qui sont les maîtres des traités, ce sont les États. Ça, c'est bien clair. C'est évident que la Convention européenne des droits de l'homme, c'est les États qui l'ont adoptée et qui la font évoluer. Alors, tout d'un coup, venir dire maintenant, là, il n'y a qu'une interprétation qui n'est pas possible, alors que ça, j'y viendrai dans un moment, là où on a surtout fait porter la critique, c'est sur la question de l'interdit de la torture, des traitements humains et dégradants, qui est une jurisprudence que la Cour a depuis plus de 50 ans. On a pu vivre pendant 50 ans sans porter atteinte à la sécurité de l'État avec cette jurisprudence qui est de dire ça, c'est un droit indérogeable, tout simplement. Mais en cours de route, les États, de temps en temps, et ils l'ont fait, c'est pour ça que je suis tellement étonnée, ont introduit des réformes au sein de la Convention par la voie démocratique, c'est-à-dire avec discussion au Parlement, discussion au niveau international, et ils ont introduit des modifications que la Cour a acceptées en disant que notre rôle est subsidiaire. C'est d'abord dans les pays qu'il faut le faire, bien entendu. Et puis ils ont demandé aussi que soit introduit là-dedans la marge d'appréciation. C'est-à-dire que dans une série de matières, il faut laisser une marge. Alors venir dire qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre, excusez-moi, c'est faux. C'est absolument faux. Et c'est ça qui m'a vraiment préoccupée dans ce texte, c'est qu'ils disent des choses inexactes. Alors quelle responsabilité notre gouvernement assume en disant des choses aussi inexactes parce que dans notre jurisprudence récente, mais il n'y a rien
qui suivent, qui rentrent dans leur vie impossible, pas du tout, absolument pas. Oui, c'est une façon un peu de se défausser aussi de leurs responsabilités, parce qu'effectivement, ils ont de responsabilités, ils pourraient proposer des changements de traités, par exemple. Mais si je reviens sur l'état de droit, en fait, c'est parce qu'on doit distinguer l'état de droit et l'état simplement légal. Ça n'est pas parce que l'État est soumis à une loi que l'état de droit est respecté. Oui. Ce serait purement formel. Donc il y a des critères matériels à déterminer pour déterminer ce que c'est que l'état de droit. Et ça, ce ne sont pas les juges qui le font non plus. Il y a notamment une série de critères qui ont été établis par la Commission de Venise pour la démocratie par le droit. Il y a toute une série de critères matériels. Et il y a notamment, dans ces critères matériels, celui d'une protection juridictionnelle effective, assurée par des juridictions indépendantes et impartiales. Et ce contrôle juridictionnel effectif, y compris des droits fondamentaux. Or, ici, on s'en prend directement à cette indépendance de la justice. Et de manière assez paradoxale, on le fait d'un côté, à l'égard de la Pologne, à l'égard de la Hongrie, et on le fait nous-mêmes aussi. On dit à la Pologne, à la Hongrie, vous ne respectez pas l'indépendance de vos juridictions. Et ici, on arrive à avoir des chefs de gouvernement qui critiquent une jurisprudence hors procédure, en prenant l'opinion publique à témoin. Et c'est ça la question. Et c'est ça qui ne va pas. On prend l'opinion, ce texte prend l'opinion publique à témoin. Au lieu de s'exprimer dans une juridiction en plaidant cette cause-là. Voilà. On peut bien l'entendre. On peut évidemment l'entendre. On peut évidemment l'entendre. Avec certaines limites. Mais elle fait partie d'un ensemble qui est extrêmement dangereux. Et je reviens sur l'atteinte au droit, notamment en matière d'immigration. Je suis radicalement d'accord avec François Stulkens. C'est un danger pour tout le monde. Oui. Pour tout le monde. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites qu'il y a une sorte de consensus en matière d'immigration. Je ne suis pas du tout convaincu qu'il y ait un consensus en matière d'immigration. Il n'y a pas un consensus. Ce que je voulais peut-être dire et que j'ai peut-être mal formulé, c'est qu'effectivement, quand on s'attaque à la question de la migration, peut-être qu'il y a moins de levée de bouclier que sur d'autres dossiers. C'est-à-dire que c'est une phrase qui se meut sur un terreau qui a l'air de dire, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de fabrique du consentement, qui peut amener les gens à penser en restriction de droits fondamentaux des immigrés. Mais en faisant ça, on établit un processus qui peut être le lendemain applicable à tout un chacun. Tout à l'heure, je vous disais, c'est danger pour tout le monde. Et bien, justement, c'est ça. C'est ça, le danger pour tout le monde, il est là. Par rapport aux migrants, il faut quand même dire quelques points aussi. Il y a quand même dans ce texte une assimilation des délinquances et de la migration. Oui, tout à fait. Ce qui est quand même amalgame total. Un amalgame total. Ce qui est quand même, je trouve, honteux, absolument honteux, de faire cet amalgame qui n'est soutenu par rien, qui n'est documenté par rien. C'est sûr que les migrants font partie des catégories les plus pauvres de la population. C'est tout autre chose. C'est tout autre chose. Et ça a déjà été discuté, mais énormément de fois, par une série de chercheurs les plus sérieux, les plus objectifs du monde. Et revenir avec cette affirmation, cet amalgame des migrants, ça c'est vraiment, je trouve, honteux dans notre société et en Belgique. Et pour revenir à ce que vous disiez, effectivement, dans les réactions qui ont lieu suite à cette lettre ouverte, il y a notamment la réaction du président du Conseil de l'Europe qui a réagi assez fermement et qui dit notamment, face aux défis complexes de notre époque, notre rôle n'est pas d'affaiblir la Convention, mais au contraire de la garder solide et pertinente et de rappeler effectivement l'importance de ces droits humains. Et bien sûr, et c'est le secrétaire général du Conseil de l'Europe, le Suisse. Rappelez-vous toute la saga, puisqu'il y avait un Belge qui était candidat comme secrétaire général du Conseil de l'Europe. Peut-être que s'il avait été, les choses auraient été... Je n'en sais rien, mais enfin bref. Le secrétaire général actuel, et c'est une première fois, c'est la toute première fois que le secrétaire général du Conseil de l'Europe s'est prononcé de manière aussi nette. Il faut soutenir la Cour et non pas l'affaiblir. Et non pas l'affaiblir. On en a tous besoin, comme on a besoin de la Cour constitutionnelle, parce que la critique à l'égard de la Cour européenne des droits de l'homme, elle est identique pour la Cour constitutionnelle, ça c'est évident. Donc il faut le soutenir. Ou alors on veut abandonner cette protection, on est dans un état de violence institutionnelle. Non, je pèse mes mots parce que pour moi c'est vraiment gravissime ce qui s'est passé. Alors, autre point, évidemment, mais je le dis un peu comme ça, mezzo voce, je ne peux pas me défaire quand même de l'idée que le moment est quand même particulièrement bien ou mal choisi. Il y a des affaires pendantes actuellement devant la Cour, je viens de le dire, François, concernant précisément la Pologne, la Lettonie et l'Estonie, où la question pose exactement celle-là, puisque c'est les fameux pushback qui veulent renvoyer en Biélorussie des demandeurs d'asile avant même de leur permettre d'entrer dans le territoire pour faire une demande d'asile. Et dans ce contexte-là, voilà aussi une belle situation de torture. À un moment donné,
l'instruction donnée aux policiers, c'était, aux gardes douaniers, c'était de laisser les gens dehors et les affamer pour qu'ils abandonnent leur projet. Affamer de la population au XXIe siècle, si ça n'est pas des actes de torture, alors... donc... Oui, c'est quand même c'est un bon ou un mauvais moment, ces affaires sont pendantes, et que dès lors, tout d'un coup, c'est pour ça qu'évidemment, à mon avis, la Pologne, parce qu'on était étonnés de voir la Pologne comme signataire, hein. La Pologne, elle est étonnée, il y a des affaires qui sont pendantes, alors voilà, la Cour doit résister à toute forme de pression. Alors, M. Daoud, vous vouliez réagir. Il y a une réagir. deuxième critique, indépendamment de la jurisprudence de la Cour, qui a été très bien défendue dans la dernière, dans la lettre que vous avez faite. Dans la carte blanche que vous avez faite. Qui a été signée par 15 professeurs d'université. À laquelle je peux me rallier tout à fait. Mais il y a une critique en ce qui concerne l'interprétation qui a lieu de donner à la Convention. Et la Convention, ça, François Sulkin nous expliquerait beaucoup mieux que moi, c'est un instrument vivant. Et donc, on ne peut pas le cliché. Et il faut promouvoir, au contraire, il faut défendre, mais il faut aussi promouvoir les droits de la Convention. Mais quand je dis que cette critique-là fait partie d'un ensemble, c'est parce que la méthode utilisée est une méthode qui est critiquée par la Federalist Society aux États-Unis depuis 1982 et qui est relayée chez nous. Et quand je disais que je n'avais pas été surpris du tout, je m'explique sur la Federalist Society. En 1982, cette société est créée par des étudiants et des profs de droit aux États-Unis de manière à réagir contre la jurisprudence de la Cour suprême en matière de liberté publique. Et ils le disent carrément, il faut revenir sur cette jurisprudence. Et leur plus grand triomphe, c'est effectivement l'arrêt Dobbs de juillet 2022 qui a, en matière d'avortement, retiré de la protection constitutionnelle aux USA le droit des femmes de décider de ce qu'elles voulaient faire en matière d'avortement pour renvoyer aux États. Et donc retirer le niveau constitutionnel à cette protection-là. Et M. De Cotte, qui était président de la Cour de cassation en Belgique, chez nous à ce moment-là, et qui était en exercice, il a publié une carte blanche dans la Libre Belgique du 14 juillet 2022. Et je vais lire, je ne sais pas si François Sulkin s'en souvient, mais je vais lire le paragraphe qu'il consacre au gouvernement des juges à la Cour européenne des droits de l'homme, M. De Cotte. Et il parle des manières dont le juge peut interpréter la règle de droit. Et il nous dit ceci en juillet 2022, dans la Libre Belgique. La Cour européenne des droits de l'homme développe quant à elle une autre vision du droit qui peut être qualifiée d'instrumentaliste. Pour elle, le droit n'est pas une fin en soi, mais un moyen en vue d'une fin. Et cette fin est l'unification du droit européen par la condamnation de tout dispositif singulier. On peut parler ici d'une lecture progressive de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce texte n'est pas interprété à la lumière de ce que ses auteurs ont voulu, ni même à la lumière de ce à quoi les États membres du Conseil de l'Europe se sont engagés en signant le traité. Le sens à donner à la Convention s'identifie à celui que les juges lui donnent au fil du temps, en fonction de leur sensibilité propre et des courants d'opinion, fussent-ils éphémères, qui dominent la société à un moment donné de son histoire. Et il nous est dit, ce système porte un nom, c'est le gouvernement des juges. Donc, quand je dis tout à l'heure que je n'étais pas surpris du tout, c'est parce que j'avais en tête, justement, l'opinion émise par un des plus hauts magistrats belges en juillet 2022. Et si je relis cela à cette optique de la Federalist Society, aux critiques qui ont été formulées par Mme Gillis dans la révolution conservatrice aux États-Unis, aux éditions Jean Jaurès, ou Mme de Zeyne qui a publié La droite, la Cour suprême aux mains de la droite américaine. Et quand on lit ce que M. Vance écrit maintenant, qui lui d'ailleurs est un pur produit de la Federalist Society, c'est la thèse de la droite catholique fondamentale aux États-Unis. Et peut-être en Belgique aussi, si j'en conclus à ce que je viens de relire maintenant. En tout cas, c'est une mouvance qui a l'air de prendre de la place aujourd'hui en Belgique. Et M. Breyer, qui est un ancien juge à la Cour suprême aux États-Unis, il a publié récemment un bouquin qui vient d'être traduit en français, qui s'appelle « Interpréter la Constitution américaine, la lettre ou l'esprit ». Et justement, il explique que cette méthode originaliste, cette méthode historiciste, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne parce que ce n'est pas ça qui permet aux gens de vivre ensemble à un moment déterminé de leur existence. Et qu'il faut donc effectivement avoir des interprétations qui collent, mais ça on peut en reparler, je peux donner un exemple bien précis, qui collent avec une lecture
contemporaine des textes. Donc la critique de la lettre, la deuxième critique sur la méthode d'interprétation, elle est fondamentale. Et c'est celle de la droite fondamentaliste américaine. Oui, peut-être vous faire réagir là-dessus, Françoise Tulken, et sur le fait qu'effectivement, pour vous, cette Convention européenne des droits de l'homme, elle doit être vivante, elle doit rester vivante. Oui. Exactement. Et ce n'est pas quelques farfelus à la Cour européenne des droits de l'homme qui, de haut de leur observatoire, non, ce sont des débats qui ont lieu à travers les cas qui nous sont soumis. Et les gouvernements peuvent évidemment répondre à tout ça. On peut organiser un débat contradictoire où une thèse de l'un présenter la thèse de l'autre. Et voilà, on trouve un équilibre à travers tout ça. Ça, c'est évident. Ça, c'est sûr. Et donc, ici, cette attaque contre cette interprétation, pour moi, elle est vraiment... Elle est un petit peu surréaliste. Elle est un petit peu surréaliste. Alors, moi, je ne connaissais pas l'affaire de Federal Society. Je trouve ça absolument passionnant, ce que tu dis là. C'est vraiment... on sent bien qu'il y a un mouvement de fond qui est là. Maintenant, est-ce que c'est conjoncturel? Est-ce que c'est structurel? Ça sera toute la question. Justement, ça, je voudrais dire que c'est véritablement structurel. Et c'est le mouvement qui aboutit à ce qu'on appelle maintenant... Il y a eu la revue Pouvoir a publié un numéro là-dessus. C'est ce qui permet d'arriver à une démocrature. Et du côté de l'Est, Poutine l'a fait le premier, il n'avait pas d'opposition, parce qu'il tient tout en main. En Hongrie, en Pologne, au Venezuela, en Italie, aux États-Unis, on arrive à cela, effectivement, à une démocrature. Et donc ça c'est vraiment extrêmement grave. Mais je vais revenir sur l'idée de l'interprétation, en donnant un exemple pour les auditeurs. Oui, c'est juste un exemple. L'article 29 de notre Constitution, il date de 1831. Et il dit, il n'a pas été touché, et il dit, le secret des lettres est inviolable. Point. Si vous êtes une lecture historiciste, originaliste de cela, c'est terminé. La lettre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que vous mettez à la poste dans une enveloppe ou bien ce que vous faites distribuer par porteur. Et c'est uniquement ça qui est protégé, mais protégé d'une manière absolue. C'est-à-dire qu'on ne pourrait absolument pas vous en vouloir si vous mettez de la drogue dans une enveloppe, si vous mettez de l'argent dans une enveloppe, etc. Bon, c'est donc un texte qui doit être interprété parce qu'il est évident que ça ne peut pas tenir cette interprétation historiciste. Donc qu'est-ce qu'on fait du côté belge? On constate qu'à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, il y a la protection, le droit au respect, la protection de la vie privée, en ce compris la correspondance. Oui. Alors là, on se dit, si on met les deux ensemble, ça veut dire que quand on protège la lettre, on protège la correspondance. Et donc, il y a d'autres manières de correspondre que par la poste. Oui, surtout aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant en même temps, c'est que comme la Cour européenne des droits de l'homme, elle, dans sa jurisprudence, constate qu'il y a des restrictions qui sont possibles à la protection de la correspondance, le juge constitutionnel belge, mettant les deux ensemble, élargit à la fois la protection à la correspondance, mais la limite aussi en disant, puisque la Cour européenne des droits de l'homme met des limites à la protection de la correspondance, je vais les mettre aussi. Et donc, l'ensemble fait que tout cela crée une interprétation qui, en définitive, protège les gens, bien entendu, mais aussi fait l'équilibre avec l'action du gouvernement, puisqu'au lieu de dire « non, vous ne pouvez absolument pas toucher à la correspondance », on utilise les limites que la Cour européenne des droits de l'homme y met. Donc, tout ça forme un ensemble. Oui. Et c'est ça qu'on remet en cause. C'est ça qui est vraiment très dangereux. Alors, Françoise Tulken, j'ai envie de vous faire réagir peut-être sur maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, on voit qu'il y a beaucoup de réactions par rapport à cette lettre ouverte. Il y a donc effectivement des professeurs, des institutions publiques aussi actives dans la défense des droits humains qui ont réagi aussi cette semaine. Vous avez parlé de ce colloque où vous étiez à Paris, où les gens ont réagi. Est-ce que ça veut dire qu'on doit entrer dans une forme de résistance pour défendre aujourd'hui la justice, l'état de droit, les contre-pouvoirs? Mais bien entendu, il faut s'expliquer. S'expliquer. C'est ça, et puis c'est pour ça qu'on est ici, tous les deux. C'est pour ça qu'on a écrit cette carte blanche, c'est pour ça que le colloque à Paris s'est terminé par une déclaration.
par une déclaration de toute une série de juristes qui étaient évidemment effarés, ne connaissant pas, je dirais, tout ce qu'il y a derrière les dimensions politiques ici en Belgique dans le programme de la NVA. Donc oui, eh bien, on doit continuer à le dire, à le répéter, que la Convention n'est pas là pour empêcher la sécurité. La sécurité et la protection des personnes, ce sont des alliés, ça va ensemble. Cette opposition que l'on fait entre le respect des droits fondamentaux et la sécurité publique, c'est un faux dilemme, et je le répéterai tout le temps. On n'a rien à gagner à avoir une lutte contre maintenant la migration, encore que lutte contre la migration, rien que d'employer ces mots, je suis déjà presque choquée moi-même les employés, mais contre des dangers qui peuvent, le terrorisme qui est évidemment un peu le paradigme du danger. On n'a aucun intérêt à lutter contre ce qui apparaît à un moment donné au terme d'un débat politique sérieux comme étant vraiment une menace pour le pays. On a tout intérêt à le faire selon la règle de droit. Alors on a une vraie paix et non pas une fausse paix. Et c'est ça la question. C'est ça la question, parce que avoir cette position comme ça de remise en cause totale à qu'est-ce que ça nous amène? À rien du tout. À rien du tout. Il y a des années qu'on tient le même discours pour un effet qui est tout à fait nul. Donc, oui, et c'est important aussi de montrer qu'il y a des droits sur lesquels on ne peut pas faire de concessions non plus. L'interdiction de la torture, l'interdiction des peines et traitements inhumains ou dégradants, ça, il n'y a pas moyen de faire de concessions là-dessus. Et parce qu'on sait que ça a aussi fait polémique il y a quelques années, à l'époque où Theo Franken était secrétaire d'État à l'asile et à l'immigration, et où il avait collaboré avec le Soudan pour identifier des migrants d'origine soudanaise au parc Maximilien. Et on sait que certains de ces Soudanais qui avaient été renvoyés au pays avaient témoigné de maltraitance subie. Donc c'est important de rappeler que ça, c'est vraiment un droit fondamental. C'est quand même lié à l'intégrité et la dignité de la personne humaine. Alors voilà, si on a une petite conception de la personne humaine, ça me paraît vraiment le point crucial, quoi. Et c'est vrai, vous avez tout à fait raison de parler de la question des Soudanais, bien entendu. Et la Belgique, même si elle ne veut pas suivre les arrêts de la Cour, elle le fait quand même. Il y a pas mal. Maintenant, elle ne met pas en œuvre les arrêts de la Cour qui consistent à dire qu'il faut donner un logement minimum aux hommes demandeurs d'asile. Donc le pays le fait. C'est une honte, mais c'est un fait. Mais maintenant, on officialise le rejet. C'est ça que je trouve terrible. On ne prend plus ça comme étant une pratique honteuse ou alors conjoncturelle, c'est ce qu'on entendait. Maintenant, ça devient en quelque sorte la doxa. Oui, et alors ce que vous dites aussi et ce que vous avez montré dans cette émission, c'est aussi dire que c'est pas juste un coup de com', c'est pas juste une lettre ouverte comme ça, c'est vraiment un mouvement de fond. C'est un mouvement de fond, mais indépendamment de ça, je suis tout à fait d'accord avec la remarque de Françoise Tulkens. Que pouvons-nous faire? Expliquer. Dire aux gens vraiment que la protection juridictionnelle, ça les protège tous. Oui. Et j'aime beaucoup une phrase de Ricoeur qui a dit à propos de l'acte de juger que la fonction du juge, c'est de trancher un conflit, mais ça c'est à court terme, mais c'est aussi à long terme de contribuer à la paix sociale. Et ça s'inscrit dans le temps, ça. Comme Breyer le dit, la Constitution américaine, elle est faite pour durer, pour permettre à plusieurs générations de vivre en paix. Et c'est véritablement ça qu'il faut expliquer aux gens. Que le temps de la justice, il se décompose, on met effectivement fin à un conflit, ça c'est immédiat. Mais il y a aussi une réflexion à plus long terme, qui est une réflexion sur la paix sociale qu'elle doit viser et qu'elle doit assurer. C'est son job. Alors si elle n'est pas là pour plaire ou pour déplaire, que effectivement certaines décisions de justice déplaisent à des gouvernements, ça me paraît normal, c'est évident. Le gouvernement, il est partie adverse. Parfois il gagne, parfois il perd, mais non pas parce que ça fait plaisir au juge, mais simplement parce que le juge interprète un texte. Et là, ce qui est important de dire aussi, c'est que lorsqu'on est en matière de droits fondamentaux, la manière dont le juge se fait une idée des droits fondamentaux, elle est extrêmement importante. Et c'est pour ça qu'on délibère de manière collégiale, parce qu'on n'a pas tous la même idée sur le sujet. Et je n'invente rien. Il y a Guy Canivet, qui est un ancien premier président de la Cour de cassation française et qui a été membre du Conseil constitutionnel. Il le dit, consciemment ou non, les constructions de la jurisprudence, elles sont influencées par des valeurs individuelles qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Et Paul Martens, qui est un de mes prédécesseurs à la Cour en Belgique, il a dit ceci: il faut voir les choses en face. L'expérience des juridictions constitutionnelles collégiales laisse apparaître que derrière des opinions apparemment juridiques, il y a
des jugements fondamentaux. Et c'est pour ça que le délibéré est indispensable. Peut-être juste une dernière réaction, Françoise Tulkens. On arrive à la fin de l'émission, mais voilà, je vous ai vu prendre des notes. Peut-être juste une dernière réaction pour terminer. Mais parce que je trouve vraiment intéressant ce que dit François. Et je dirais, sa position comme président de la Cour constitutionnelle, pour moi, est d'une importance extrême. En Belgique, c'est là que ce respect des droits fondamentaux se fait. Et nous sommes là derrière comme un dernier filet de sécurité. Et donc, sa parole est d'or, je ne le cache pas, quoi. Alors, ce que je voulais dire, c'est que dans tout pouvoir, il y a des limites. Et le pouvoir politique, eh bien, il y a des limites aussi. C'est ça qu'ils n'acceptent plus aujourd'hui. C'est ça, et c'est à ça qu'on est confronté. Il y a un pouvoir contrôle un autre pouvoir. Chaque pouvoir a des limites. C'est pas parce qu'on a la démocratie élective avec soi que le représentant peut tout faire. Sinon, c'est Machiavel. À Machiavel, le prince peut tout faire. Eh bien, non. Raison pour laquelle il y a des contre-pouvoirs et la justice en fait partie. Et c'est pour ça qu'il y a des contre-pouvoirs. Exactement. Et pour respecter la majorité et la minorité. Parce que c'est ça la force d'une démocratie. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle donc Françoise Tulkens que vous avez donc été vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme et François Daout, vous avez été président de la Cour constitutionnelle jusqu'en 2021. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous souhaite une bonne soirée.